Cette semaine dans Afrique, nous rencontrerons la communauté LGBT tunisienne qui tente de sortir de l'ombre malgré une législation hostile et un rejet de la société. Nous irons ensuite au Kenya où une école prépare des jeunes filles à trouver un emploi dans les sciences ou l'informatique dès le primaire. Enfin, nous nous rendrons à Madagascar où de jeunes créateurs de mode percent sur le marché international depuis quelques années grâce à leur audace et leur débrouillardise. Mais d'abord, les titres de l'actualité. L'armée égyptienne a annoncé avoir trouvé vendredi des débris et des effets personnels des passagers du vol Paris-Le Caire d'Egypte Air. Avec 66 personnes à bord, dont 30 Égyptiens et 15 Français, l'A320 s'est abîmée jeudi en Méditerranée, peu après son entrée dans l'espace aérien égyptien. L'équipage de l'avion n'aurait émis aucun message de détresse, les conditions météo étaient excellentes lorsque l'Airbus a disparu des écrans radars, faisant craindre la piste terroriste aux autorités égyptiennes. Nouveaux espoirs pour les proches des lycéennes de Chibok, enlevées par Boko Haram en 2014. Une patrouille de l'armée nigériane et des miliciens ont secouru mardi la première rescapée dans la forêt de Sambisa, bastion de Boko Haram. Amina Ali a été retrouvée avec sa fille, son bébé de 4 mois, et un homme, Mohamed Ayatou, qui prétend être son mari. Ayatou, présumé terroriste, pourrait être en fait lui aussi un ancien otage du groupe islamiste. Le parquet général de la République congolaise a inculpé jeudi Moïse Katumbi d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État en lien avec le recrutement de mercenaires dans la province du Katanga, au sud-est du pays. Candidat à la présidentielle, Katumbi accuse le président Kabila de vouloir rester au pouvoir au-delà du terme de son mandat en décembre, alors que la Constitution lui interdit de se représenter. Aucune date n'a d'ailleurs encore été fixée pour la présidentielle et la tension monte dans le pays. Vendredi dernier, la police congolaise a violemment refoulé plusieurs milliers de partisans de Katumbi venus le soutenir pour son audition devant la Cour de justice. Le chef de la police kenyane a ordonné mardi l'ouverture d'une enquête interne après la diffusion d'une vidéo montrant des policiers en train de battre un manifestant à terre à Nairobi. La police anti-émeute avait violemment dispersé plusieurs centaines de personnes en marche vers la commission électorale lundi. Depuis le 25 avril, l'opposition kenyane a organisé plusieurs manifestations pour demander la dissolution de la commission électorale avant la présidentielle de 2017, institution qu'elle juge partisane. La République autoproclamée du Somaliland, dans le nord de la Somalie, a célébré mercredi les 25 ans de son indépendance. Le pays semi-désertique affiche une stabilité et une sécurité relatives, contrairement à la Somalie voisine, mais souffre de la frilosité de l'Union africaine et de l'Occident, qui rechigne à reconnaître la République du Somaliland. Conséquence, le gouvernement ne peut pas accéder auprès de la Banque mondiale ou du FMI, indispensable à son développement. Certains membres de la communauté LGBT commencent à sortir de l'ombre en Tunisie, mais leurs conditions restent très précaires à cause du rejet social et d'une législation hostile. Mehdi a 19 ans. Il vit à Bizerte en Tunisie et passe son baccalauréat cette année. Seulement, il est homosexuel et doit mener une double vie pour cacher son identité sexuelle. La loi tunisienne condamne la sodomie et le lesbianisme de 3 ans de prison. Quand vous êtes en compagnie de gens comme vous, vous vous comportez normalement, vous faites comme bon vous semble. C'est confortable. Mais avec les autres personnes, les personnes différentes de vous, les hétéros, il faut se comporter comme eux. Il ne faut pas montrer que vous êtes différent d'eux. Et ceci pour éviter les risques de violence. Impossible avant la Révolution, l'homosexualité est maintenant débattue au sein d'associations et à la télévision. L'association Shems milite pour la modification du code pénal. Elle est la première en Afrique du Nord à avoir dans ses statuts la défense des minorités sexuelles. Aujourd'hui, ce qui est primordial pour nous, c'est l'abrogation de l'article 230. Cet article qui date de 1913, c'est un article moyenâgeux et liberticide qui mène en prison les homosexuels pour ce qu'ils sont pour 3 ans. Ce qui contredit la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la Tunisie. Plusieurs Tunisiens ont été arrêtés et condamnés cette année. La procédure prévoit alors un test anal forcé, de la torture pour ces ONG militantes. Et malgré leurs efforts, le conservatisme de la société tunisienne est un frein à la modification de la loi. Ce qui freine, ce sont des contraintes socioculturelles,
qui sont largement ancrées sur un arrière-fond religieux. Parce que être homosexuel aujourd'hui, c'est être criminalisé en termes de licite, illicite principalement. Le débat est une première étape pour les homosexuels en Tunisie. Mais le changement de la loi n'est pas encore acquis. Les écrans et les claviers ont remplacé les crayons et les cahiers. À l'école pour filles de Kibera, on apprend à se servir d'un ordinateur dès la primaire. Objectif, préparer les jeunes filles à trouver un emploi dans les sciences ou l'informatique, des domaines presque exclusivement masculins. Idéalement, on essaye de faire beaucoup de code. Notre but, c'est que quand elles sortent d'ici, elles aient des rudiments de code, sachent comment marche un ordinateur et d'autres connaissances de base en informatique. L'ONG Code Academy fournit à chaque écolière un kit informatique en pièces détachées. Facilement démontable, peu cher, ces outils ont été spécialement pensés pour des milieux extrêmement défavorisés et éloignés des nouvelles technologies. Je pense que c'est important de s'y connaître en informatique, parce que peut-être que quand on sera grande, on aura besoin de se servir d'un ordinateur. Et si on ne sait pas comment ça marche, on pourrait avoir de gros problèmes. Ici, on tente avant tout d'éloigner les jeunes filles de la misère des rues de Kibera. Malgré la création de milliers d'emplois dans le secteur des nouvelles technologies sur le continent, la discrimination entre les sexes, le manque d'accès à l'éducation et la technologie mettent les filles à l'écart. Grâce à leurs connaissances en informatique, les jeunes filles peuvent espérer quitter un jour le plus grand bidonville d'Afrique et trouver un métier. On ne veut pas qu'elles traînent dans les rues de Kibera. Si c'était le cas, leur situation serait inacceptable. Elles pourraient être maltraitées, forcées à travailler. Une fois qu'elles sont chez nous, engagées dans le programme, on les garde et on leur propose un espace de travail et d'apprentissage où elles sont en sécurité. Les élèves suivent les cours une fois par semaine pendant 6 mois. En tout, 600 à 700 jeunes filles du Kenya, d'Ouganda et du Sénégal sont concernées par ce programme éducatif. Le rêve de l'ONG, voir un jour une de ces jeunes informaticiennes à la tête d'un hub technologique africain. Des sacs tendance entièrement conçus à la main, des nœuds papillons remis au goût du jour. Manuela Rakutmang dirige la marque Alizé depuis 3 ans. Son matériau fétiche, le raffia, une fibre naturelle endémique à Madagascar. Elle emploie une dizaine de couturiers qu'elle forme au travail à la chaîne. Aussi, en tant qu'entrepreneur, ce qui est difficile, c'est d'arriver à recruter des gens assez professionnels. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'artisanat, les artisans savent crocheter de mère à fille, mais elles ne savent pas forcément les techniques pour crocheter. Saja Bambam est spécialisée dans les vêtements de scène et de clips vidéo. Sans entreprise ni employé, elle habille les chanteurs les plus populaires et excentriques de Madagascar, avec quelques rudiments appris dans une école de couture. C'est vrai qu'il devrait y avoir une vraie école de stylisme, là où on apprend aux jeunes créateurs de créer, mais pas de coudre, mais de vraiment créer un modèle. Y a pas, ici, en fait, il n'y a pas d'école de stylisme, mais des écoles de coupe et couture, donc ils ne nous apprennent que les bases. Donc du coup, après, je voulais vraiment créer un style. Donc du coup, j'ai dû inventer moi-même et vraiment, comment dire, me démerder, en fait, employer le système D. Faire avec les moyens du bord, c'est le point commun entre ces jeunes créatrices. Nani Anjatiferan a créé la marque Vice Local en 2013. Elle a aujourd'hui son propre atelier où elle emploie 6 personnes. Sa spécialité, la récup et le wax, tissu traditionnel africain. On recycle énormément, côté chaussures, côté accessoires et tout, mais on essaie de faire de notre mieux. Vous n'allez pas voir ce côté recyclé-là sur vos chaussures, on dirait une chaussure toute neuve et tout, mais au fait, il y a la moitié des matières qui sont recyclées. Fortes de leur succès local, elles veulent aujourd'hui conquérir d'autres pays. Manuela a déjà des revendeurs en France et a exporté un container en Inde. Nani vend sa marque à l'île Maurice. Toutes cherchent des revendeurs à l'étranger, à l'heure où les marques africaines ont de plus en plus la cote sur les podiums.
La semaine prochaine, nous verrons comment le Rwanda lutte contre la mortalité maternelle et infantile grâce à un système de SMS. À la semaine prochaine.